Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau bada de la série que nous consacrons aux artistes, aux artisans et aux acteurs de notre vie culturelle et qui va nous conduire aujourd'hui à New York pour y rencontrer le conseiller culturel auprès de l'ambassade de France. Dans un article très intéressant publié par la Revue d'Histoire contemporaine et consacré à la diplomatie culturelle et à la propagande française aux États-Unis pendant le premier XXe siècle, Alain Dubosclar conclut, je cite, « En 1945, les autorités issues de la France combattante, instruites des échecs de la politique d'influence française aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres, n'hésitent pas à créer au sein du ministère des Affaires étrangères une véritable direction générale des relations culturelles dont le budget équivaut dans les années 60 à près de la moitié du budget général du ministère des Affaires étrangères. C'est assez dire l'intérêt des responsables diplomatiques pour l'action culturelle et leur croyance en son efficacité. Pourtant, les États-Unis ne seront jamais une priorité géographique, bien au contraire. N'y avait-il pas une contradiction à reconnaître l'efficacité de l'action culturelle extérieure tout en refusant de faire de la première puissance mondiale une priorité, sachant que cette puissance est aussi le berceau de la culture de masse, des industries de communication et le lieu de formation d'une bonne partie des élites du monde. » Fin de citation. L'action culturelle entre les deux guerres consistait à organiser ou à soutenir des tournées d'artistes ou des expositions, à mettre sur pied des séries de conférences, à défendre l'image de la France et à fidéliser les élites, surtout à fidéliser les élites, en même temps qu'à encourager le mécénat états-unien, dont l'exemple le plus somptueux restait celui de la restauration du château de Versailles et de la cathédrale de Reims grâce à la générosité de John Rockefeller. Le conseiller culturel auprès de l'ambassade de France à Washington, lorsqu'il fut créé en 1945, reprit en les systématisant les actions jusque-là éparpillées. En 2020, peut-on se contenter de répéter et de prolonger ces actions ? C'est ce que je voudrais demander à notre actuel conseiller culturel, Gaëtan Bruel, en poste depuis l'été 2019. Gaëtan Bruel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conseiller culturel à l'ambassade de France, vous dirigez une équipe de 90 personnes et vous êtes chargé du rayonnement culturel, éducatif et universitaire de la France aux États-Unis, autrement dit du soft power, en français de la diplomatie d'influence, dans un pays qui compte 50 États, 330 millions d'habitants, 5300 universités, 35 000 musées, 108 alliances françaises et 40 établissements d'enseignement homologués. Il y a quelque temps, une commission de l'Assemblée nationale a déclaré « La France n'a plus le monopole du savoir et de l'universalité, mais elle doit continuer de se donner les moyens de rester une grande puissance intellectuelle et la diplomatie scientifique et universitaire doit être au cœur de notre diplomatie d'influence. » Fin de citation. Mais cette même commission ajoute « Dans un contexte particulièrement compétitif, la France peine à maintenir son rang. » J'imagine que la situation née de la pandémie du Covid ne vous facilite pas la tâche, Gaëtan Bruel. En effet, on est pris dans une forme de crise multiforme. D'abord, la crise de la diplomatie culturelle elle-même. Depuis des années, il y a un débat récurrent et assez légitime sur les moyens du réseau culturel. Mais la réalité, c'est qu'il y a surtout une crise de sens sur ce que veut dire exercer une influence aujourd'hui, dans un monde où littéralement tout le monde est un influenceur en puissance. C'est la question du numérique. Mais plus largement, ça renvoie au fait que, je crois, la diplomatie culturelle, ça correspond à un moment historiquement situé de notre rapport à l'autre. Je dirais que c'est un moment qui a été caractérisé par, depuis peut-être la fin du Moyen-Âge, un développement des échanges à une échelle mondiale d'une part, et un quasi-monopole des États sur ces échanges d'autre part. Et ce qui se joue depuis quelques décennies et singulièrement quelques années, c'est que ce modèle-là est entré dans une zone de turbulence, parce qu'on observe d'un côté un accroissement exponentiel et quasi incontrôlable de ces échanges, et par ailleurs, les États n'ont plus du tout le rôle premier qu'ils avaient à ce sujet. Et donc, c'est vrai que
avec la fin de ce modèle historique, en tout cas dans le monopole que les États avaient sur cette capacité à organiser les échanges culturels. Et puis, ces dernières décennies, avec l'émergence de la question numérique, et cette dernière année, avec la crise sanitaire, qui a été un facteur plus que perturbateur, qui a été complètement bouleversant pour nos activités, puisque par définition, notre cœur de métier, qui est d'organiser des événements et des mobilités, eh bien, s'est trouvé menacé, annihilé même. Mais surtout, et au fond, c'est là où on est au début d'une nouvelle histoire, ce qui est plus encore menacé aujourd'hui, c'est notre capacité à intéresser nos interlocuteurs. Dans un monde où chacun, temporairement, mais se replie sur ses communautés locales, on le voit avec notamment les grands musées américains, il y a une forme de paradoxe, puisque ils se numérisent plus que jamais, mais par le numérique, ils s'adressent d'abord à leur communauté, celle qui les entoure au premier chef. Eh bien, dans ce monde-là, pour la diplomatie culturelle, la difficulté, c'est pas simplement que nous ne sommes plus visibles, c'est que nous ne sommes plus vraiment lisibles. Autrement dit, à quoi servons-nous à nos interlocuteurs? Et donc, cet ensemble de questions, pour nous, est l'occasion de nous remettre en cause, mais peut-être de réinventer la manière dont nous pouvons travailler. Alors, dans le récent rapport du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, il est pointé la question de pouvoir passer précisément au numérique, de passer du patrimonial au numérique, et dans quelle mesure, pour contribuer à l'émergence de nouvelles générations d'Américains francophiles, vous agissez dans cette stratégie? D'abord, il y a ce débat qui a refleuri encore récemment, et faut-il voir le numérique comme une chance ou comme une menace, qui pour moi me rappelle un petit peu le débat pour ou contre Internet qui a fleuri au début des années 90. Et je crois que il faut commencer par dire que le numérique est moins une réalité extérieure à notre réalité qu'il est au fond devenu depuis 20 ans l'air que nous respirons. Autrement dit, embrasser les potentialités du numérique, c'est en un sens une manière de sortir de l'asphyxie à laquelle le réel non augmenté, non numérique, pourrait nous condamner. Euh, Ces derniers mois nous ont un peu induits en erreur, puisque la pandémie nous a donné l'impression qu'il y avait bien cette binarité et que le numérique venait remplacer le réel. Nous ne faisions plus d'événements physiques, il fallait donc qu'ils soient numériques. Mais en réalité, on voit bien que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, les événements physiques ont besoin du numérique et que donc nous n'avons plus le choix. Et ce travail d'aggiornamento numérique, il commence par reconnaître qu'il ne faut pas réduire la question du numérique, d'une part aux événements en ligne, d'autre part à la communication digitale, mais que le premier sujet massif, je crois, c'est la digitalisation de nos sociétés et de nos vies, qui est déjà actée, mais face à laquelle les organisations ont un train de retard. Parce que ce que nous éprouvons intimement comme individus, nous sommes tous sur nos smartphones qui sont devenus comme notre seconde maison. Il est presque plus difficile d'imaginer de perdre son smartphone, c'est un peu comme perdre une partie de sa vie que perdre les clés de chez soi. Et donc, comme individus, nous comprenons intimement ces évolutions, et comme organisation, nous persistons à ne pas voir ce qu'elles ont de massif et de structurant. Et donc, il est évident, singulièrement lorsqu'on est un service culturel, lorsque notre travail est au fond de voir comment on développe en l'occurrence la francophilie aux États-Unis, comment on intéresse des individus américains à se rapprocher de la France, il faut évidemment agir selon les codes et les intérêts et les pratiques de ces individus-là, qui sont aujourd'hui désormais largement, si ce n'est complètement, organisés selon les logiques numériques. Alors avant d'en venir à la manière dont vous imaginez, dont vous mettez en œuvre, de quoi aller au-devant de ces individus plongés dans le numérique comme dans une espèce de bain amniotique, peut-être on peut faire une parenthèse et vous nous donner un exemple de ce que vous avez, pandémie, organisé comme événement virtuel. Il y a beaucoup d'exemples. Un exemple qui est parlant, ce sont les tournées d'auteurs. Donc les services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis, vous l'avez rappelé, qui ont une équipe de 90 personnes sur l'ensemble du territoire américain pour essayer d'être à l'échelle de ce pays. Ce service a été créé dans une logique un peu hors les murs, avec une dizaine d'antennes qui fonctionnent moins comme des lieux, comme des bureaux qui ont la capacité eh bien, de travailler avec des partenaires américains et donc, pour parler des tournées d'auteurs, de leur proposer chaque année à une vingtaine d'auteurs français, fiction ou non fiction, de venir faire quelques dates, faire une conférence, signature dans une librairie.
La difficulté de ce modèle dans le monde physique, c'est qu'évidemment, les auteurs n'ont pas 3 mois devant eux, qu'il y a des contraintes financières liées aux distances à parcourir. Et donc, par rapport à ce que vous mentionnez au début, qui a effectivement 5300 universités aux États-Unis, dont environ 600 ont aujourd'hui un département de français. Mais si on prend voilà, d'autres indicateurs, on pourrait parler, vous l'avez fait, des 110 alliances, des 50 lycées français. En bref, le nombre de structures qui pourraient être intéressées par accueillir des auteurs dépasse de beaucoup notre capacité à, en tout cas de manière physique, organiser ces tournées d'auteurs. Eh bien, la pandémie nous a conduit à réinventer ce concept des tournées d'auteurs en faisant des tournées virtuelles. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte eh bien, qu'on pouvait toucher un nombre de lieux beaucoup plus grand quand on faisait, pour certains événements comme des conférences, des dates mutualisées. Mais on pouvait aussi garder ce sentiment d'intimité et même sans vanter complètement les charmes de Zoom, mais force est de constater que Zoom présente des avantages par rapport à un événement réel. Quand vous êtes dans une salle avec 80 personnes et que vous avez l'intervenant qui est au fond de la salle sur l'estrade, vous n'avez pas un rapport aussi direct avec lui que quand vous êtes, en l'occurrence sur Zoom ou une autre application d'échange virtuel, où il y a une forme d'égalité. Chacun est sur le même pied. Vous avez un rapport au visage de celui qui parle qui est différent. Et donc voilà, c'est un exemple qui nous fait dire que dans le monde d'après, lorsque nous aurons retrouvé les conditions pour organiser normalement des tournées d'auteurs, nous continuerons par ailleurs, à côté des tournées physiques, à voir comment par le numérique nous pouvons nous adresser à des lieux où nous n'allions pas précédemment. Pour rester sur l'exemple universitaire, sur ces quelques 600 départements de français, il y en a 25 qui sont vraiment nos interlocuteurs privilégiés. C'est le réseau des centres d'excellence dans les plus grandes universités américaines. Vous avez une concentration de forces francophiles avec souvent une maison française, toujours un département de français. Et vraiment aujourd'hui, c'est à eux qu'on s'adresse en priorité. Grâce au numérique, nous avons désormais la capacité, sans que cela nous coûte davantage, de nouer un dialogue, d'entretenir une conversation, de faire des propositions à un nombre beaucoup plus conséquent d'interlocuteurs universitaires, et il serait dommage de s'en priver. Alors ça, c'est la modernisation des bonnes vieilles tournées. Des bonnes vieilles tournées d'auteurs, c'est la modernisation et l'amplification. Mais est-ce que c'est la principale ou la seule des utilisations du numérique à laquelle vous vous attachez? Évidemment non, il y en a de nombreux autres. Je pense que pour bien comprendre ce que l'on peut faire, le potentiel de ce que le numérique met entre nos mains, il faut revenir aux fondamentaux de ce qui se joue dans cette ère numérique. Ce qu'on constate, c'est d'abord, et c'est simple à dire, une démocratisation sans précédent de la manière dont on produit des contenus et donc une explosion de l'offre dans tous les domaines. Et en particulier, le fait que aux moyens de production traditionnels, ceux qui permettent de faire un film, une œuvre d'art, se retrouvent dans les mains de chaque individu, et c'est notamment la logique des réseaux sociaux, la capacité de produire du contenu créatif. On peut estimer qu'il n'est pas du même niveau que les contenus traditionnels, mais c'est une réalité que l'offre explose. Deuxièmement, le corollaire, c'est qu'on constate une démocratisation sans précédent de la manière dont ces contenus sont distribués. Et donc, la demande est stimulée de manière sans précédent. Bref, on n'a jamais eu autant de contenu, mais il n'a jamais été non plus aussi facile d'y accéder. Et le seul paramètre qui n'a pas changé, et c'est là où on essaie d'intervenir, c'est notre capacité d'attention, qui même s'est en quelque sorte raréfiée du fait de cette sursollicitation. C'est désormais le principal goulot d'étranglement et donc le principal enjeu. Cet enjeu est d'autant plus important qu'on peut, dans une hiérarchie des valeurs culturelles, estimer qu'un film de Scorsese sera toujours plus satisfaisant qu'une vidéo sur TikTok, par exemple. Mais en réalité, sous l'angle d'une demande qui est limitée par le temps, il y a un nivellement qui se fait du fait que les journées ne font que 24 heures. Et donc, au bout du compte, l'individu, il doit choisir entre passer quelques minutes sur TikTok ou lancer un film de Scorsese. Et donc, on voit bien que dans ce nouveau contexte, qui est en quelque sorte celui de l'hyper-choix, la clé, c'est plus tant de produire des contenus, ce qui est peut-être le modèle historique de la diplomatie culturelle. Vous avez parlé de rayonnement au début, cette idée qu'il fallait faire des tournées d'auteurs, faire des tournées d'artistes, et donc apporter nous-mêmes du contenu. La clé, c'est même plus non plus la distribution de ces contenus, c'est-à-dire même si c'est plus nous qui produisons ces contenus, on avait encore un rôle pour les distribuer.
L'enjeu aujourd'hui, c'est le filtrage et la recommandation. C'est notre capacité à comprendre ce qu'est la demande, ce nouvel enjeu de l'attention. Et c'est vrai que cela nous ouvre aujourd'hui. Alors d'abord, ça nous confronte à de nouveaux défis, qui est de constater que nous sommes, y compris cette dimension de la recommandation, contestée par d'autres, parce que beaucoup d'acteurs ont la capacité de faire des recommandations et parfois bien mieux que nous. Par exemple, il y a aux États-Unis un site qui s'appelle frenchflix.com qui fait un agenda des films français aux États-Unis, qui repère sur les plateformes, dans les salles, l'intégralité de la programmation des films français ou en français. On pourrait estimer que c'est dommage parce que ce serait le rôle du service culturel. C'est évidemment très bien, parce qu'au fond, on a là un individu en l'espèce, qui est un journaliste qui a pris soin de faire ce travail, et c'est mieux pour nous parce qu'on peut se consacrer à d'autres choses. Et donc, tout en reconnaissant qu'on est challengé par ce nouveau fonctionnement, il y a pour nous un potentiel nouveau, qui est de voir que par la relative centralité qu'on peut avoir par rapport à d'autres, parce qu'on est à la connexion de différents réseaux, eh bien, on va pouvoir offrir aux forces francophiles aux États-Unis une forme d'empowerment, une capacité à se connecter entre elles, leur apporter des ressources dont elles ont besoin, qui ne sont pas simplement des ressources économiques, même si cela peut en faire partie. Et donc, pour peu qu'on le se positionne bien, on voit bien qu'il y a dans cet enjeu du numérique une opportunité pour, par rapport à une crise de ce que peut être la diplomatie d'influence, une manière de se repositionner sur le terrain où cette influence se joue aujourd'hui, qui est vraiment le terrain des individus. Alors, vous qui êtes chargé d'une diplomatie d'influence, vous vous trouvez dans un bain de gens qui, sur les réseaux sociaux, sont chacun d'entre eux des influenceurs. Et à l'intérieur de ce monde-là, vous exercez donc une fonction d'information, de clarification, de recommandation. C'est ça dont il s'agit? Oui, alors faut d'abord reconnaître qu'on a bien souvent, et on ne fait pas exception à ce schéma-là, on a bien souvent un usage en tant qu'institution des réseaux sociaux qui s'apparente à celui des médias traditionnels. Aujourd'hui, on se sert encore beaucoup, malheureusement trop, des réseaux sociaux dans une logique un peu top-down, qui est de faire passer des messages. L'exemple, c'est sur Twitter, où on va moins répondre à une conversation, réagir à d'autres tweets, que tweeter nous-mêmes, en considérant que c'est une manière démocratisée d'envoyer des communiqués de presse. Et évidemment, en faisant cela et en se limitant à cela, on passe à côté de l'essence des réseaux sociaux, qui sont bien plutôt cette double dynamique d'interaction et de contribution. Pour une nation culturelle, la première question qui se pose, c'est sur quels réseaux sociaux être présent. Euh, Twitter, Facebook, Instagram s'imposent, mais d'autres réseaux sociaux prennent leur essor. Des questions en particulier se posent sur TikTok. TikTok, c'est par excellence le réseau social de la génération Z, les 12-20 ans, qu'on confond parfois ou qu'on met dans un paquet commun avec les générations Y, en considérant que tout ça, c'est la jeunesse. En réalité, ceux qui ont 12-20 ans aujourd'hui, c'est vraiment notre première cible en un sens, puisque dans quelques années, ils seront dans nos programmes à l'université. Quelques années après, ce seront nos interlocuteurs dans l'administration, dans les grands médias. Et donc, il faut bien voir que pour cette génération-là, une conception un peu classique de la culture que nous avons évidemment ne fait pas sens pour eux, parce que pour eux, la première source de consommation culturelle, ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes. La deuxième, ce sont les plateformes de vidéo à la demande, et la troisième, c'est l'e-sport, ce sont les jeux vidéo. Alors on peut encore une fois trouver qu'il s'agit d'une forme dégradée de culture, mais je pense que ce serait en soi ignorer la continuelle réinvention des formes culturelles. Mais en tout cas, on ne peut plus ignorer que les réseaux sociaux sont à l'origine d'une rupture d'ordre anthropologique dans ce qu'est notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Et donc, pour une institution culturelle, l'enjeu, c'est pas simplement, comme on se le disait au début, d'avoir une stratégie de présence sur les réseaux sociaux, c'est de voir en quoi cette rupture anthropologique dans la mise en scène de soi, dans le fait que l'identité est fragmentée, qu'on n'a pas la même existence sur les différents réseaux sociaux, que les cercles relationnels se reconfigurent dans les logiques d'amis, d'abonnés, de contacts, de fans, que le lien social est monétisé de manière exacerbée avec les pratiques de like, de retweet, de recommandations qui en quelque sorte poussent la dialectique du don contre don à son extrême. On voit qu'il y a aussi une survalorisation de la valeur d'authenticité. Bref, tout ça, avec aussi d'autres exemples, mais ça montre bien que ce n'est pas simplement notre environnement qui a changé, c'est nous-mêmes et donc aussi les individus auxquels nous adressons qui ont changé. Ça veut dire concrètement que, par exemple, les pillards, la communication institutionnelle, aujourd'hui, n'a plus de sens.
Aujourd'hui, on a un enjeu de mettre en avant les individus eux-mêmes. Autrement dit, je dirais que les trois manières de se repositionner dans ce monde tel que les réseaux sociaux le redéfinissent pour une nation culturelle comme la nôtre, il faut avant tout se remettre au niveau des individus eux-mêmes, engager la conversation avec eux en ramenant notre organisation à ce qu'elle est fondamentalement, à savoir une somme d'individus. Et cette survalorisation de l'authenticité, eh bien, elle a pour corollaire le fait que tout ce qui fait un peu trop professionnel, un peu trop léché, sera un peu dévalué. Et donc, notre communication, c'est moins des communicants qui vont la porter que les agents, que les équipes, que voire les usagers qui vont eux-mêmes incarner avec des portraits, des visages et témoignages. Donc, l'organisation montre un peu ses coulisses, c'est une manière de communiquer. Deuxièmement, c'est encore plus important, il y a l'enjeu d'individualiser autant que possible cette action, de comprendre à qui nous parlons et d'en tenir compte. Et ça, c'est le grand développement des outils de CRM, qui depuis une quinzaine d'années sont la nouvelle norme des entreprises, mais qui deviennent de plus en plus aussi pour les institutions culturelles. Par exemple, on en voit encore aujourd'hui aux États-Unis une newsletter générique. On a un fichier d'environ 100 000 personnes, ce qui est conséquent. Mais évidemment, si vous envoyez le même message à 100 000 personnes, eh bien, c'est beaucoup moins intéressant que si vous aviez, ce qu'on est en train d'acquérir, la capacité d'envoyer un message individualisé. Parce qu'on en fait l'expérience encore une fois comme individu, nous avons pris goût à être traités dans notre individualité, à ne plus recevoir simplement des messages génériques standards, mais des messages qui nous parlent par rapport à nos spécificités. Ben, il faut bien comprendre qu'en tant qu'organisation, il faut entrer dans la même logique. Et puis enfin, l'enjeu, c'est évidemment par rapport à ce monde des réseaux sociaux, de multiplier, je dirais, les leviers de stimulation. Par exemple, en assumant donc une communauté moins institutionnelle, en donnant des choses à faire, des jeux concours. Par exemple, ces jours-ci, on s'apprête à décerner le prix Albertine. C'est un prix de lecteur, c'est-à-dire que c'est moins un jury professionnel qu'un ensemble de lecteurs qui vont voter pour le livre français traduit en anglais de leur choix. On avait 5 livres cette année et on a constaté dans ce contexte de la pandémie, qui est aussi un contexte du numérique exacerbé, qu'on a multiplié par 10 le nombre de votants, ce qui a donné d'autant plus d'assises au prix. C'est un autre exemple qu'on peut citer. Alors, dans ce travail d'individualisation de la relation avec les demandeurs, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement porteurs? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels l'excellence ou le nombre des talents français est particulièrement reconnu aux États-Unis? Il y a deux manières de répondre à cette question. Euh, il y a deux manières générales, et c'est vraiment la caractéristique de ce que certains ont appelé la longue traîne. C'est un concept développé par Chris Anderson pour décrire ce qui s'est fondamentalement joué avec l'ère numérique. C'est le fait que hier, dans le monde physique, l'offre était forcément limitée par le fait que dans un magasin, évidemment, comme la surface est limitée, on ne présente que les best-sellers, que les produits qui vont le plus intéresser. De même, dans un cinéma, parce que le temps de diffusion des films est limité, on ne va présenter que les films qui vont avoir le plus de succès. Et donc, ça faisait que les gens qui avaient des goûts un peu bizarres, un peu différents, un peu singuliers, étaient bridés dans ces goûts-là et qu'il y avait un alignement sur le dénominateur commun. La longue traîne permise par Internet, c'est le fait que aujourd'hui, désormais, Internet permet de rassembler et de rendre économiquement viable une demande qui, hier éparpillée dans le temps et dans l'espace, n'était pas intéressante. Et donc, désormais, aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver absolument tout, y compris si on est le seul dans sa ville ou le seul cette année-là à s'y intéresser, parce que sur la durée, ça va trouver son modèle-là. Dans cette logique-là, ce modèle que l'on décrit d'individualisation de la demande, euh, il rend tout plus intéressant. Donc, il n'y a pas de secteur qui serait a priori plus avantagé que d'autres, et ça donne même plutôt sa chance à des secteurs qui hier étaient jugés trop marginaux pour faire l'objet, en l'occurrence, d'une action d'influence. Et donc, c'est passionnant de voir que aujourd'hui, et je pense plus encore dans les années qui viennent, ce ne sont pas simplement voilà, les objets d'industrie créative par excellence que peuvent être les séries télé, les films, mais également on observe qu'il y a aux États-Unis une longue traîne du spectacle de marionnettes, c'est-à-dire qu'il y a dans différentes villes, différents lieux, à différents moments, un certain nombre de petits acteurs, mais qui ensemble trouvent un intérêt à ce qu'est l'univers de la marionnette, où on pourrait citer beaucoup d'autres domaines. Mais donc, c'est une première manière d'écrire un contexte qui fait que plus que jamais, euh,
la singularité, parce qu'on passe d'une sorte de culture du hit à une culture de niche, eh bien, il y a vraiment cet enjeu d'offrir à une demande qui se diversifie, une offre qui elle-même se diversifie. Alors, il y a une autre manière de répondre à cette question qui est de voir en quoi la France a évidemment des choses qui vont intéresser plus particulièrement les Américains. Il y a des domaines, je peux en citer deux. Évidemment, il y a la question du patrimoine. La France est vue, a toujours été vue, mais l'est en un sens peut-être plus que jamais, comme un pays euh, patrimonial, où il fait bon vivre, où on a un rapport à l'histoire, on a une attention au lieu. Et il est vrai que ce nouveau monde numérique offre des potentialités nouvelles pour les Américains, pour renouveler cette expérience de la France sous l'angle du patrimoine. Alors comment? Je donne un exemple qui renvoie au deuxième domaine que je voulais mentionner, c'est la réalité virtuelle. Euh, dans ces temps où les Américains ne peuvent plus voyager, eh bien, on peut, par la réalité virtuelle, se retrouver malgré tout en plein Paris, marcher sur les toits de Notre-Dame, assister à la restauration en cours. Et donc, on voit bien qu'il y a par cette alliance entre le patrimonial et les nouvelles technologies, des manières de renouveler la conversation et l'expérience de ce que la France peut être pour les Américains. Mais l'exemple de la réalité virtuelle, je trouve particulièrement intéressant parce que on est là en présence d'une pratique culturelle qui est relativement nouvelle et qui, à ce titre, n'a pas encore vraiment de modèle économique, au sens où les gens n'ont pas encore chez eux un casque, sauf exception. Et par ailleurs, il n'y a pas non plus beaucoup de lieux qui programment de la réalité virtuelle, à part justement des salles d'arcade, mais c'est peut-être un peu moins culturel que une forme de gaming et d'e-sport. Et donc, dans cette situation-là, où il y a une pratique culturelle qui n'a pas encore de modèle économique, on constate qu'il y a aux États-Unis, je ne dis pas un relatif désintérêt, mais en tout cas un manque d'engagement sur la question, parce que au fond, il n'y a pas encore de modèle économique qui justifierait des investissements privés conséquents. Facebook le fait avec Oculus, il y a quelques cas comme cela, mais c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que le vieux modèle français de financement et de soutien de la culture par l'État, eh bien, ce modèle-là a fait que depuis 8 ans, sans attendre ce modèle économique, nous avons investi massivement, grâce en particulier au CNC, sur la réalité virtuelle. Il y a donc aujourd'hui en France un écosystème de créateurs, de studios, qui fait qu'on est l'un des rares pays au monde qui est aujourd'hui un leader en matière de réalité virtuelle, singulièrement dans le domaine culturel. L'enjeu avec les États-Unis, alors que ce modèle économique est en train enfin d'apparaître, les experts se demandent si ce sera dans 2, dans 3 ou dans 5 ans, mais il est évident que la réalité virtuelle sera peut-être un jour ce que sont les écrans de télévision pour nous aujourd'hui, mais qu'en tout cas, dans les toutes prochaines années, ce modèle économique va enfin apparaître. Eh bien, l'enjeu, c'est pas simplement de placer nos créateurs, c'est aussi de voir comment on fait du lobbying pour que les Américains, dans la manière dont ils posent, y compris un modèle de droit d'auteur pour la réalité virtuelle, eh bien, suivent peut-être plus le modèle du droit d'auteur que celui du copyright. Et donc, on voit bien qu'il y a là, y compris dans le pays qui est vu comme l'empire mondial des industries créatives, il y a pour la réalité virtuelle, il y a aussi pour le jeu vidéo une attention particulière pour ce qui se fait en France, avec ce modèle-là où l'État accompagne le secteur culturel, avec aussi, il faut le mentionner, une très grande réputation de nos écoles. Au Gobelin, à Angoulême, dans d'autres écoles, chaque année, on constate que au premier rang des jurys de fin d'année se trouvent les représentants de studios américains qui sont très heureux de recruter d'abord en France les talents qui travailleront pour eux. Ce nouveau monde de la culture fonctionne par algorithme. Quelle est votre perception et votre stratégie à l'intérieur de ce monde? Je crois que la question des algorithmes, elle pose la question classique de la diversité culturelle telle qu'elle s'est posée de différentes manières ces dernières décennies. Après la Seconde Guerre mondiale, l'enjeu de la diversité culturelle, c'est d'abord de faire vivre la différence culturelle. Et c'est assez frappant de ce point de vue que celui qui a créé le service culturel aux États-Unis, qui a été le premier conseiller culturel, c'était Claude Lévi-Strauss, le grand penseur de l'autre et de la différence culturelle. Euh, Ces dernières décennies, années 80, 90, la question de la diversité culturelle a été davantage vue sous l'angle de l'uniformisation culturelle et le risque que les États-Unis semblaient faire peser sur la culture dans le monde. Aujourd'hui, la question qui se pose et qui nous inquiète, c'est la question des algorithmes et notamment leur capacité à réduire, semble-t-il, la capacité de découverte, de surprise
alors même que le potentiel en a été d'autant plus grand. Je crois que ce qu'il faut dire simplement d'abord, c'est de voir à quoi servent ces algorithmes et ce qu'ils ont de bon. Il est évident que dans l'environnement qu'on a rappelé, celui d'une profusion de l'offre et de la demande, où désormais la nouvelle denrée rare, c'est le temps, notre capacité d'attention, eh bien, à côté des filtres collaboratifs que sont la recommandation par les pairs, les filtres par excellence, ce sont évidemment les algorithmes. Et vraiment, là où dans le monde physique, sur un rayonnage de magasin par exemple, la distinction se fait entre le bon et le mauvais parce que l'espace est limité, eh bien dans le monde numérique, parce qu'il n'y a plus d'intérêt à exclure le mauvais, parce que sa présence ne coûte rien et qu'il est toujours susceptible d'intéresser quelqu'un un jour, selon les logiques de la longue traîne, eh bien, le problème, ça devient alors de distinguer non plus entre le bon et le mauvais, mais entre le signal et le bruit. Et vraiment, sans les filtres et sans les algorithmes, je crois qu'Internet ne serait en quelque sorte qu'un bruit assourdissant. Donc, les algorithmes sont indispensables pour nous orienter, mais évidemment, et c'est tout l'enjeu, ils comportent un risque d'enfermement dans le semblable qui est particulièrement problématique quand il s'agit d'éducation, de culture, de connaissances. Et du coup, pour penser ce que les algorithmes ont de plus négatif et surtout leur dépassement, il faut revenir à ce qu'est la loi des algorithmes, telle que quelqu'un comme Dominique Cardon, dans son livre À quoi rêvent les algorithmes, a pu la poser. Il dit: le futur de l'internaute est prédit par le passé des traces de ceux qui lui ressemblent. Ce que ça veut dire, le futur de l'internaute est prédit par le passé des traces de ceux qui lui ressemblent, c'est qu'il est en réalité impossible d'échapper aux algorithmes. Parce que quand bien même je prouverai aux algorithmes par mes actes que je souhaite échapper à leur régularité, en fait, je n'échappe pas à leur vision du monde qui, en quelque sorte, règle la question du pourquoi je le fais en constatant simplement que d'autres le font. Mais en un sens, les algorithmes nous ressemblent, je pense, plus qu'on ne le pense. Ils sont un peu comme les individus. De la même manière, il y a une enquête très intéressante il y a quelques années qui disait cela. De la même manière qu'il y a plus de gens qui déclarent regarder Arte que de gens qui regardent effectivement Arte, bon, c'est la dualité classique de la consommation culturelle entre divertissement et distinction, eh bien les algorithmes, ils préfèrent, c'est vrai, ils préfèrent nos conduites à nos désirs. Ils constatent que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de nos aspirations. Mais c'est là où ils sont dangereux parce qu'il faut évidemment trouver le moyen de se rehausser de sa conduite à ses désirs et de retrouver les moyens d'accomplir ses aspirations. Et donc, pour la diplomatie d'influence, pour notre action en tant que service culturel, l'enjeu, c'est de voir comment nous pouvons challenger les désirs routiniers des individus auxquels nous adressons en leur apportant de nouvelles propositions, le cas échéant inattendues. Au fond, la question de l'algorithme, avant même que le monde numérique n'existe sous la forme que nous le connaissons, elle se posait déjà. Parce que si vous demandiez aux Américains ce qui les intéressait il y a quelques décennies, évidemment, ils pouvaient demander une image un peu cliché de la France, des chansons d'Édith Piaf, des films très patrimoniaux. Donc il y a toujours eu, et il y a toujours, et plus que jamais aujourd'hui, cet enjeu de surprendre, de faire différemment, de réintroduire des occasions de surprise, de découverte, de ménager des chemins de traverse. Et donc, sans savoir, parce que ça ne m'appartient pas de savoir si on pourrait imaginer ce que serait un algorithme francophile qui aiderait à s'orienter aussi par la surprise dans la masse des contenus francophiles, il est clair qu'il faut savoir, et je crois qu'il y a toujours un bel avenir pour les programmateurs, pour les curateurs, savoir ménager dans le monde numérique et dans le monde physique ces chemins de traverse qui permettront de canaliser un petit peu les algorithmes dans ce qu'ils ont d'inconvénients à côté de tout ce qu'ils peuvent apporter. On peut en effet penser ou espérer, ou les deux, que les producteurs de surprises seront dans les années qui viennent des producteurs particulièrement demandés. Alors, comme responsable de la diplomatie culturelle, au fond, vous avez une fonction narrative, vous êtes chargé du récit de la France. Est-ce qu'il y a des orientations principales, des priorités à ce récit, à cette narration? La priorité absolue, c'est de renouveler ce récit. Parce que ce récit, il faut le constater, est entré dans une forme de crise aux États-Unis, qui n'est pas d'abord liée au contexte politique, même si en un sens, on pourrait dire que Donald Trump nous aura au moins rendu un grand service, celui de nous faire ouvrir les yeux sur une tendance de fond qui ne date pas de lui, qui était déjà à l'œuvre sous Barack Obama, mais qu'on n'a pas forcément voulu voir alors, parce que à la fois, il nous faisait l'impression d'un président cool, et peut-être il y a eu aussi notamment beaucoup de commémorations sous son deuxième mandat, et qu'on s'est un peu pris
on a un peu cru à ce qu'on se disait, on se jurait une alliance éternelle, et tout ça nous a un peu empêché de voir la réalité, qui est que les États-Unis larguent les amarres en quelque sorte de la vieille Europe. Et d'ailleurs, le changement de président ne changera sans doute pas à cela, parce que si on se situe au niveau de l'influence, c'est-à-dire au niveau infrapolitique, celui voilà, d'acteurs que peuvent être les journalistes, les éditorialistes, les universités, les musées, on constate que cette tendance-là d'éloignement, de distanciation, se joue dans au moins trois directions qui renvoient à autant d'enjeux pour le narratif qu'il nous faut renouveler. La première chose que l'on constate, c'est que les États-Unis regardent plus que jamais vers d'autres géographies que l'Europe. Ils regardent vers l'Asie, regardent vers l'Afrique, vers l'Amérique latine dans une moindre mesure, partout sauf en notre direction. Cela se traduit concrètement dans plusieurs domaines. Par exemple, c'est le Getty Center à Los Angeles qui appelle à désoccidentaliser le regard. Une autre manière, une manière polie de dire déseuropéaniser le regard, en estimant, et pourquoi pas d'ailleurs, que des investissements suffisants ont été faits sur l'histoire de l'art occidental et qu'il faut donc regarder ailleurs. Mais ce qui se joue sous ce vocable de désoccidentalisation, c'est en fait une coupure entre les États-Unis et leurs origines européennes, un peu la créature qui se retourne contre son créateur et qui, en tout cas, revendiquant un destin plus spécifique, eh bien, largue les amarres avec cette géographie-là, premièrement. Deuxièmement, quand les Américains nous regardent, c'est souvent avec des malentendus. Alors, des malentendus qui ont toujours été là, de part et d'autre, mais c'est vrai que ces dernières années, ces malentendus ont pu s'intensifier et on le voit singulièrement ces derniers mois, parce que ces malentendus s'articulent désormais à la puissante question des minorités qui est vraiment au cœur de la matrice intellectuelle américaine aujourd'hui. Et il faut dire que sous cet angle des minorités, la France est vue comme un pays qui n'a pas beaucoup de choses à dire et voire, dans le regard américain, a quelque chose à se reprocher. C'est une perspective qui est très américaine et qu'évidemment, nous ne partageons pas dans une bonne mesure. Et force est de constater qu'il y a des malentendus anciens et nouveaux qui font du bruit parasite sur cette conversation franco-américaine. Et puis enfin, et c'est peut-être le plus inquiétant, il y a ceux qui nous regardent plus, il y a ceux qui nous regardent avec des malentendus, et même ceux qui nous regardent de manière bienveillante, eh bien, ils le font parfois d'une manière qui nous enterre un peu. Même les plus francophiles nous voient comme un pays qui est encore un pays où il fait bon vivre, où il est agréable de passer un mois d'été, mais comme un pays qui est en quelque sorte un peu tombé de la table. En tout cas, comme un pays à qui il est plus difficile de reconnaître une capacité à dire, à penser et à transformer le monde qu'il a. Et donc, par rapport à ça, il y a un enjeu clair de renouvellement du narratif que l'on peut porter sur la France. Ce narratif, il s'est toujours joué selon trois valeurs, la passion, l'hostilité, l'indifférence. Mais vraiment, ce qui nous menace, c'est cette valeur d'indifférence. C'est le fait que, alors que les horizons touristiques des Américains s'élargissent, quand on rêvait il y a quelques décennies d'aller faire son premier voyage à l'étranger à Paris, quel est l'horizon aujourd'hui des jeunes Américains? C'est plutôt Miami ou Cancun. Et donc, dans ce contexte-là, ce qu'on peut dire simplement sur ce narratif à réinventer, à actualiser en tout cas, eh bien d'abord, il faut assumer de repositionner la France comme un portail vers d'autres géographies que l'Europe. Et il y a beaucoup de choses à faire sur ce lien entre la France et le monde francophone, la France avec l'Afrique, la France avec le monde arabe. Et donc, singulièrement dans le contexte de ces dernières semaines, on voit ce que cela peut être. Deuxièmement, il y a un enjeu de renouveler la conversation, cette question majeure de la diversité, pour montrer que effectivement nous n'avons pas une approche américaine, mais que l'approche française, sans dire qu'elle serait supérieure ou inférieure, mais elle est différente et complémentaire, et qu'il y a en quelque sorte ce match diversité raciale, diversité sociale à organiser, pour que sur la question fondamentale des inégalités qui traversent notre société, mais aussi complètement la société américaine, il y a bien dans l'approche française des choses intéressantes et importantes à montrer. Je donne un exemple, c'est la question de l'architecture. Il y a un vrai sujet sur la manière dont les architectes français arrivent ou en réalité n'arrivent pas à pénétrer le marché américain. En bref, à moins d'être Jean Nouvel ou Christian de Portzamparc, qui sont les deux Français qui ont eu le prix Pritzker et qui ont pu, grâce à cette reconnaissance, notamment évidemment leur grand talent, faire des projets aux États-Unis, on constate qu'il y a un marché américain de l'architecture qui est à la fois très important et en même temps extrêmement fermé, d'ailleurs assez compliqué. Eh bien, pour revenir sur le terrain américain, ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons, c'est d'une part
de voir comment dans les grands lieux prescripteurs de l'architecture aux États-Unis que sont les universités, les départements d'architecture et design, on va réinviter des architectes français, donc reprendre pied dans le monde académique, là où les architectes sont formés pour ainsi polluer de manière positive le torrent. Mais deuxièmement, et c'est ce qu'on se disait là, il y a vraiment un enjeu de montrer que dans l'approche française en matière d'architecture, sur la question des inégalités notamment, du logement social, sur la manière dont il y a une approche peut-être plus contextuelle en France, en Europe, de l'architecture. Autrement dit, aux États-Unis, le modèle reste quand même sur du gratte-ciel. Vous avez un terrain au sol, une parcelle, il s'agit de faire le bâtiment qui sera le plus beau, le plus grand, qui se fera oublier les autres, quand nous avons, dans une approche plus continentale, plus française, une capacité, à l'exemple de Frédéric Borel par exemple, à venir en chirurgien, réparer le tissu de la ville, faire dialoguer des constructions nouvelles avec des constructions plus anciennes. Bref, il y a donc, sur cet exemple de l'architecture, mais on peut en prendre bien d'autres, il y a dans la culture française, dans les pratiques de création, une capacité à prendre en charge cette question des inégalités. Et je crois que plus largement, il y a donc cet enjeu de voir que sur les enjeux de diversité, nous avons des choses à faire et à dire. Et puis enfin, par rapport à cet enjeu d'un pays qui est perçu comme étant peut-être moins innovant, il faut d'abord se dire qu'il n'y a pas de pays qui serait dans ou en dehors de l'histoire et qu'on est tous dans le même mouvement. Mais surtout, je crois qu'il faut montrer qu'en France, nous avons une approche de l'innovation qui n'est pas que technologique, même si on est de plus en plus fort avec chaque année plus de licornes, mais l'innovation pour nous, elle est aussi culturelle, elle est éducative, elle est sociale, elle est environnementale, elle est urbaine. Et il y a là aussi, je pense, des choses qui peuvent intéresser les Américains. En bref, je dirais que, et c'est là où le vocable de rayonnement peut-être a moins de sens aujourd'hui, il s'agit moins d'imaginer depuis Paris une offre que l'on exporterait, d'abord parce qu'il faut aussi décentrer le regard et toujours plus être à l'échelle du territoire français, des différentes villes, des territoires d'outre-mer. Mais il faut surtout reconnaître que ce qui se joue dans la diplomatie culturelle, c'est véritablement un échange. On a autant à apporter qu'à apprendre. Et donc la question n'est plus de savoir qui est le meilleur ou qui a le plus de réponses, mais bien de passer d'une logique de l'offre à une logique de la demande et de l'écoute, de repartir de ce que sont les questions, les attentes, les demandes, les obsessions de nos partenaires américains, voir comment elles croisent les nôtres et à partir de là construire un agenda de discussion partagé. Parce que, in fine, l'enjeu, c'est pas simplement, je pense, de défendre et de promouvoir les intérêts français aux États-Unis dans nos secteurs, que sont donc la culture, l'éducation, la connaissance, c'est aussi d'accompagner le paysage culturel français dans ses propres enjeux de transformation. Parce que les États-Unis étant ce pays absolument prescripteur pour les artistes, pour les institutions, on le voit singulièrement dans le domaine des musées, avec cette fascination pour le modèle américain de la philanthropie, qui est d'ailleurs entré en crise avec peut-être une forme de retard dans la compréhension qu'on peut en avoir en France. Mais en tout cas, il y a bien un enjeu d'organiser ces échanges et ces circulations qui, in fine, nous bénéficient, pas simplement à la France aux États-Unis, mais à la France tout court, parce qu'on a donc aussi ces enjeux de transformation. Alors, ce que vous venez de dire là ferait une excellente conclusion, mais j'aimerais vous ramener à cette opposition ou à cette différence que vous pointiez tout à l'heure entre la glorification ou la mise en valeur du geste architectural et la préoccupation du tissu urbain. Je voudrais vous y ramener parce que je sais que vous avez un projet de jumelage. Il y a déjà des jumelages qui existent, Los Angeles, Bordeaux, Atlanta, Toulouse, Austin, Angers, Miami, Nice et Boston, Lyon, mais je sais que vous concoctez un projet de jumelage entre Auckland et Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez d'abord, dites-nous un mot d'Auckland parce que tout le monde ne connaît pas cette ville banlieue, et la nature de ce projet, si c'est possible. Bien sûr. Auckland est une ville qui se trouve dans la banlieue de San Francisco, de l'autre côté de la baie. Et c'est une ville qui est confrontée à des dynamiques urbaines relativement proches de celles que la ville de Saint-Denis peut connaître. Il faut se transporter dans l'écosystème de San Francisco, qui est l'endroit où les grandes transformations numériques sont pensées et impulsées. Mais c'est très frappant, c'est un territoire qui est le premier touché par ces transformations pour le meilleur et pour le pire. Il y a notamment, de la part des communautés artistiques, une dynamique de fuite de San Francisco parce que la pression foncière, le prix des loyers, le coût de la vie, voilà, a fait que les communautés historiques de San Francisco, à quelques exceptions près, ont quitté la ville, soit pour aller de l'autre côté de la baie à Auckland, soit pour aller même plus au sud jusqu'à Los Angeles. Et donc, dans une ville
San Francisco, où la culture est même un peu mal en point. Aujourd'hui, le musée qui fait le plus d'entrées à San Francisco, c'est le musée de la crème glacée, plus que le SF MoMA ou que d'autres institutions culturelles honorables de la ville. Eh bien, il y a ce pôle très créatif, très dynamique qui est la ville d'Auckland et qui, en même temps, comme toute ville de banlieue, comme toute ville prise dans une dynamique de métropolisation, est confrontée à un enjeu de réappropriation de cette dynamique urbaine pour ne pas la subir. Et donc, il nous a semblé, en travaillant depuis San Francisco, qu'il y avait un intérêt non seulement à décentrer notre regard, mais à traverser le pont, aller de l'autre côté de la baie, mais surtout à voir comment nous pouvions créer entre ces deux villes séparées par plusieurs milliers de kilomètres, mais qu'en même temps beaucoup de problématiques rapprochent, entre Auckland et Saint-Denis, créer une sorte de jumelage intellectuel et artistique pour, par des learning expeditions croisées, emmener des acteurs de Saint-Denis à Auckland, des acteurs d'Auckland à Saint-Denis, et par ces rencontres et ces échanges, voir comment, sur la question plus particulière du rôle que les artistes, que les penseurs peuvent jouer dans ces dynamiques urbaines, de voir comment il y avait des choses partagées à construire. Autrement dit, ce que nous essayons de faire, c'est de renouveler ce registre un peu institutionnel du jumelage entre deux villes. Vous l'avez mentionné, il y en a beaucoup aux États-Unis. On pourrait parler aussi de Miami, Nice, d'Austin, Angers, mais de voir comment, dans le terrain qui est le nôtre, confronté à ces grands enjeux contemporains que peuvent être ici les dynamiques urbaines, ailleurs les questions d'urgence environnementale, d'alimentation, de transition numérique, et bien en quoi les artistes et les penseurs, les créateurs et les penseurs ont des choses intéressantes à dire, des choses importantes à mettre sur la table, et que notre rôle doit être aussi de les réinviter aux endroits qui comptent, à participer à ces grands enjeux contemporains. Gaëtan Bruel, je vous remercie beaucoup pour l'ensemble de votre contribution à notre BADA sur le thème de que font les acteurs culturels en France et à l'étranger. Et pour tous ces projets, je vous souhaite all the best. Merci et au revoir. Au revoir Philippe Meyer, merci.